l'industrie pharmaceutique, c'est un des secteurs économiques les plus puissants du monde. Un secteur dans ce monde qui n'est plus axé sur la production des commodités, la production de marchandises, etc., mais axé sur la spéculation. C'est un discours très long, mais pour vous dire dans quel monde moi je cadre tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, et pour renforcer cette idée que malgré ces moments de découragement, les tensions, etc., il faut garder cette nébuleuse qui continue avec cette improvisation créative de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, qui est bien sûr, et par définition, étant donné de ce qu'on parle, une improvisation conflictuelle. Parce que c'est pas on est bon élève de ceci et cela, on décide de faire ceci. Ce sont des luttes à droite et à gauche. Bon, je vais juste essayer de parler de 2 ou 3 choses qu'on a entendues aujourd'hui. Quand j'ai dit que c'était difficile à restituer, c'est aussi parce que j'ai trouvé que chaque intervention était tellement riche et tellement épais, tellement épais d'idées, d'expériences, et tellement bien exprimé que je ne peux pas faire... vraiment, je ne peux même pas faire quelque chose qui va être à la même hauteur. Donc j'essaie tout simplement de tirer quelques points importants. Peter a commencé en parlant de 3 expériences, et je trouvais que c'était intéressant malgré savoir où est, parce que voilà un psychiatre, c'est pas un usager. Bon, peut-être c'est un usager, j'en sais rien, mais il doit admettre, il est positionné comme psychiatre. Et après des années et des années d'expérience, qu'est-ce qu'il ressort comme principe par rapport à Alternative? Et je vais juste revenir sur quelques-uns. Je trouvais intéressant qu'il nous dit que la leçon qu'il en tire, c'est qu'il faut vraiment travailler au début. Il ne faut plus faire à la basalia, comme les Français, comme Édouard Toulouse, dont il y a l'image dehors, qui a fondé bien avant le secteur psychiatrique, qui a sorti les gens, les internés, les gens renfermés de l'asile en créant c'était en Île-de-France, en créant des alternatives. Et c'était ça le centre du mouvement alternatif dans les années 60 aussi, aux États-Unis, en France, en Italie, un peu en Amérique latine, en Hollande, etc. Et quand Sabine nous parle du runaway house, how do you say runaway en français? Des maisons pour les rescapés? Runaway house. Bon, runaway en anglais, en principe, ça se réfère aux enfants fugueurs, qui fuguent la maison, qui quittent leur foyer familial. Mais en Hollande, dans les années 60, le runaway house, c'était des espaces libres où les personnes qui arrivaient à s'échapper des hôpitaux psychiatriques allaient vivre. Sabine, où allaient? Am I saying it right? C'était ça. Et donc, elle parle de ça. Aujourd'hui, c'est autre chose, parce que c'est les personnes dans la rue qui sont en crise, qui vont aller dans les runaway house, pas en Hollande, mais c'est runaway house qui est en lien historique avec celle hollandaise, qui vont dans ces lieux qui se veulent pas psychiatriques, qui se veulent une alternative à la psychiatrie. Alors, mon point est qu'on était avant dans une alternative qui venait de l'intérieur d'un système très asilaire encore. Et même quand ce n'était pas asilaire, c'était un système très hospitalier. Bon, on a beaucoup de travail à faire pour sortir de ça en France aussi, qui est toujours très hospitalo-centré. Mais quelqu'un comme Peter, avec son expérience très longue, qui commence
dans l'institution. On a travaillé ensemble, on a fait des expériences avec des usagers dans les institutions psychiatriques. Il dit aujourd'hui, moi, je veux commencer en amont. Il faut commencer avec la crise, ou il faut commencer même avant la crise. Ce matin, Vincent de Lille a parlé je me rappelle, il y avait des questionnements qui venaient à dire il faut penser avant, il faut réfléchir avant, il ne faut pas attendre que la personne arrive en crise. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est les alternatives qui commencent vraiment dans le noyau de ce qui pourrait mener, si on ne faisait pas attention, à une vie dans le système psychiatrique. Bon, ça aussi, il y a des gens qui préfèrent ça, mais il y a aussi des savoirs qu'on a maintenant, des connaissances plutôt qu'on a maintenant. Par exemple, qu'une vie sur ces psychotropes, ces antipsychotiques actuels qui existent aujourd'hui, passer sa vie avec un traitement comme ça va raccourcir la vie. Tu avais dit de 15 par rapport à une personne qui n'a pas ce parcours, de 15 fois, tu as dit 15 ans. Et c'est aussi un point que Vincent fait souvent publiquement ici. C'est un point que d'autres psychiatres comme Christophe Lançon ici dit, il le dit en répétition. Donc l'alternative aujourd'hui, c'est aussi commencer en amont. On a entendu, bon, pour les entendeurs de voix, la façon dont les restitutions qu'on a eues ce matin incluaient cette possibilité de vivre, d'apprendre à vivre avec ses propres voix sans jamais passer par la psychiatrie. Pas que c'est pas angoissant, c'était très riche cette restitution ce matin de Jacqueline, pardon, Josette, c'est ma fatigue. C'était J. De Josette qui montrait une vie qui avait ses souffrances, etc. Et la peur, la terreur d'avoir des voix intérieures et de pouvoir vivre avec cette voix. Elle avait de la chance d'avoir cette voix, une voix. Elle a dit une voix tout à l'heure. Pardon ? Ah, ok. Et de pouvoir tisser une façon de vivre avec les voix sans jamais passer par la psychiatrie. Et l'alternative que proposait Vincent et que proposait Peter Bullimore peut amener cette alternative, cette façon alternative de travailler et de percevoir la voix, parce que les voix, parce qu'en psychiatrie biologique, les voix sont considérées, et vous pouvez trouver dans les grandes revues de psychiatrie, vous pouvez trouver ce langage, c'est que du bruit. C'est le bruit des processus neurobiologiques, et donc on leur apprête aucune signification, on les entasse le plus que possible. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent, ça veut dire qu'on est tellement assommé qu'on ne les entend pas. Et ce qui est très riche dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, c'est ces différentes façons de travailler avec ces voix. Ce mouvement d'entendeurs de voix est... J'étais à Maastricht en 1993 à une des premières réunions européennes. On était 900 personnes entendeurs de voix. Et j'ai dit on parce que moi j'ai entendu des voix, mais j'entends des voix, mais pas internes. Donc c'est pas la même chose. Mais il y avait aussi des personnes qui entendent des voix extérieures, mais qui sont pas là. Il n'y a personne. Mais bon. Et je comprends la différence critique que Josette fait. Donc je ne veux pas dire que
je suis comme les autres, comme les autres pour qui c'est beaucoup, beaucoup plus angoissant, mais parmi ces centaines de personnes, il y avait toutes sortes d'expériences qui étaient restituées, échangées, etc. Dans les autres alternatives qu'on a entendues, c'est l'accent mis sur la visite domiciliaire au lieu d'amener la personne dans la psychiatrie. Et parmi, il y avait deux exemples très riches de cela. Un, c'est Open Dialogue, qui se traduit par dialogue ouverte, qui s'est mis en place en Finlande, ou même dans les endroits les plus reculés, une équipe va répondre à des appels comme, bon, on a eu des interventions de parents, d'enfants, adultes aussi, qui souffrent de ces expériences qu'on peut définir en tente de voix. On peut... Peter Billimore nous parlait de l'importance d'utiliser un langage de tous les jours pour l'exprimer, mais des parents vont aussi dire, bon, c'est une expérience, ils font des hallucinations, ils ont des accès très agités ou ils sont plus là ou quoi que ce soit, mais c'était important en réponse aux parents qui se sont exprimés aujourd'hui de savoir qu'il existe ces alternatives où on ne va pas les amener dans l'institution, on va aller, il y a des équipes qui vont à domicile et ils vont commencer, et pour Peter c'était central, non pas en disant, bon, quel médicament on donne, mais avec l'écoute, avec le dialogue, parler, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Ça prend du temps, c'est un accompagnement. Souvent, ce n'est pas un accompagnement au sens où c'est la création d'un savoir à plusieurs. Et ça aussi, il y a une intervention de quelqu'un qui parlait de ce qu'elle avait appris avec son fils. Je trouve ça aussi comme une expérience très riche à rappeler. Donc, mon point est qu'on a été présenté par plusieurs types d'interventions. Et pour moi, ce que moi je retire de cela, c'est qu'on commence de plus en plus à essayer à trouver des alternatives avant que la personne soit prise dans l'embrouillage, on peut dire comme ça, médicamenteux ou institutionnel. Qu'est-ce qui se passe quand même pour les centaines et centaines de personnes qui ont fait qui sont depuis des années dans les institutions? Et là, le travail des entendeurs de voix, d'une part, est essentiel parce qu'il montre non seulement comment ils créent des réseaux et par des moyens très simples de parler en termes très quotidiens de quelle est cette expérience d'entendre les voix, de partager la façon dont l'un et l'autre vit avec des voix. Et là, c'était encore une richesse de Vincent, l'intervention de Vincent de Lille par Vincent de Marseille. C'est aussi une rééducation du psychiatre, de l'infirmière, de ceux qui travaillent en psychiatrie. Et ça aussi, on est à des années-lumière de là où on était avant. Combien de minutes ? Il me reste 1 minute. Bon, je vais en prendre 1 ou 2 en plus, mais je vais terminer. Et Peter et Vincent, de Lille toujours, ont aussi parlé de comment, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes à commencer à se désévrer du médicament. Et si j'utilise le mot sévrage, c'est parce que ces médicaments sont extrêmement puissants. Et comme Peter a dit, le cerveau, et donc tout le système psychosomatique, pas psychosomatique, mais somatique et psychique, parce que nous, on est une personne entière. On ne peut pas dire, ah oui, ça c'est ma partie psychique, ça c'est ma partie
purement physique, tout est un ensemble. Donc, ces médicaments ne sont pas bénins et on ne peut pas arrêter, ou on ferait mieux de ne pas arrêter d'un jour à l'autre. Il y a tout un savoir. Et je dois dire, c'est un savoir qui est en construction. Il y a 2 ans, j'ai entendu un psychiatre, un groupe de psychiatres, en fait, the Vermont Group, I know what you think, but, qui ont un réseau, sont des psychiatres qui travaillent dans des lieux pas intéressants et pas alternatifs, mais ils ont une demande de la part de leurs patients, c'est comme ça, je ne vais pas dire des usagers, parce que c'est leur patient, et le patient se présente comme ça. Je ne dis pas je suis un usager, mais aidez-moi, je suis votre patient, aidez-moi à arrêter ces médicaments qui me bousillent la vie, pour lequel j'ai maintenant un diabète à cause d'eux, pour lequel je suis assommée tout le temps, pour lequel je suis devenue énorme, etc., etc. Je veux retrouver une vie. Donc, il y a un savoir qui se construit peu à peu dans des réseaux aussi de psychiatres qui mettent ensemble leurs expériences avec ce système de sévrage. Et l'idéal serait si c'était un mouvement, comment dirais-je, plus mixte, au lieu que d'avoir les usagers d'un côté et les psychiatres des autres. Par exemple, usagers d'un côté, je pense à Icarus Project, je ne sais pas si ça existe toujours, mais eux, ils sont des personnes qui travaillent depuis toujours, depuis que l'organisation de survivants existe, aussi à partager cette information sur le médicament. Bon, je vais finir sur une note, rapidement, 1 minute, qui ne semble peut-être pas ce que tout le monde voudrait écouter, mais ce que je trouve aussi importante dans la journée, c'est qu'on a fait ressortir les tensions, et c'est très important. Tout n'est pas facile. On voyait dans toutes les interventions cette sorte de dialectique entre l'ancienne façon de faire les choses et tout ce de nouveau et de créatif qu'amenaient les usagers. Juste 3 types de tensions qu'on voyait. Par exemple, sur le rétablissement, je parlais de 1992, quand Patricia Deegan, cette usagère, avait développé, elle avait publié, elle avait développé cette notion de rétablissement qui aujourd'hui est récupérée à droite et à gauche par beaucoup d'administrations psychiatriques. Le rétablissement devient tout ce qu'on fait après l'hôpital. Et ça n'a rien d'innovateur, de créatif, etc. Mais ceux qui étaient nés, pas le mot rétablissement, mais des idées qui étaient nées sur comment moi je reprends ma vie avec les objectifs que moi j'ai, etc., devient contaminé, si l'on veut, avec des pratiques de la vieille psychiatrie, mais on met un nouveau nom pour montrer que nous, on est, pour récupérer les usagers d'abord, et pour montrer que nous, on est comme, on les comprend, on fait du nouveau. Et la deuxième tension, c'était que plus, et tout le monde, même à Marseille, il y a eu ça, plus on développe les projets alternatifs, plus on arrive à un moment où ça se cristallise, et la cristallisation, c'est l'appel au fond, ou c'est peut-être le besoin de se justifier, parce qu'il y a plein d'administrations qui voudraient casser les innovations. Donc, rentre dedans les financements, rentre dedans cette mentalité dans laquelle on vit aujourd'hui de l'évaluation. Il faut évaluer tout. Et comme Sabine avait très bien montré pour Berlin, là, on est dans des contradictions. Elle n'a pas dit « Ah, tout va bien ». Elle a montré clairement
comment dans le Runaway House maintenant, après toutes les scissions, parce qu'il y a eu plusieurs scissions, comment la rentrée de la psychiatrie subtilement par le financement, par les réglementations qui font que si on finance ce type de programme, il faut que vous avez X nombre d'éducateurs, d'assistants sociaux, de psychiatric nurses ou quoi que ce soit. Et ça risque de dissiper la créativité du lieu et d'amener des nouvelles règles, etc. Et c'est pour cette raison que je trouvais très important qu'on soulève ces questions, mais aussi pour renforcer cette idée que peut-être il y a encore la place pour se penser comme des nébuleuses. Peut-être c'est mieux que de se penser comme un mouvement aujourd'hui, parce que même l'idée du mouvement est récupérée. Mais des nébuleuses de projets remarquables qui existent à gauche et à droite, avec leurs tensions et contradictions, mais qui ont beaucoup à partager et échanger. Merci Anne. Toujours aussi brillante. Donc là, vous allez assister à une performance, on va brûler la mort, c'est possible, et vous allez le voir tout de suite. Après, il y aura un canon qui va jeter des questions qui appellent d'autres questions et pas forcément des réponses. Et puis après, il y a un immense débat où vous allez pouvoir encore discuter, mais cette fois-ci sur un mode beaucoup plus circulaire et fluide, à lieu public à 18h30. Et puis après, vous avez le couscous et le concert spécial à Billy Fly à 20h30. Voilà, vous pouvez y aller et merci de votre présence.